Bonjour à tous et bienvenue pour cette 6e conférence sur l'Agile Week. Donc, nous allons nous retrouver ensemble pour une petite heure de conférence. Avant de démarrer, ce que je vous propose, c'est, comme nous respectons les gestes barrières, de pouvoir retirer notre masque. Comme ça, on sera un petit peu plus à l'aise pour vous parler. Donc, bienvenue à tous et on vous remercie également de votre participation à cet événement qui dure toute la semaine au sein de Sopra Steria Group. Donc, je m'appelle Benoît Darroux, je suis coach agile sur le bassin toulousain et j'accueille aujourd'hui Stéphane Nozillet, qui lui également travaille sur Toulouse, Head of Aircraft Data Processing chez Airbus, qui va nous parler d'un sujet assez intéressant concernant l'agilité, puisqu'on va parler de management dans l'ère agile. Donc, pour participer avec nous, vous avez plusieurs onglets. Un onglet questions. Nous verrons les questions au fur et à mesure et on y répondra à la fin de cette petite interview. Et puis également un onglet sondage. Après quelques instants, on va vous poser 3 questions. À vous de donner votre réponse et puis on vous donnera la nôtre. Donc, on vous laisse prendre possession de l'outil. Et puis avant tout, Stéphane, je te laisse la parole pour te présenter brièvement nos participants. Merci Benoît. Stéphane Nozillet, tu l'as dit, je travaille chez Airbus. Je fais partie de la chance de faire partie de l'équipe des flight tests. Et dans cette équipe, je m'occupe moi-même d'une équipe d'une 50aine de personnes qui gèrent la data. Donc moi, mon boulot, c'est de récupérer la donnée de tous les avions, que ce soit des avions en développement ou des avions en livraison ou même en simulation, sans même devoir voler, quoi. Et on récupère tout ça pour pouvoir en faire plein de choses intéressantes avec du big data et autres joyeusetés, pour redonner à tout le monde, tous les gens qui attendent les données de tous les essais en vol. Voilà. C'est un peu mon rôle, en tant que manager, de gérer cette équipe. Très bien, super, passionnant. Du coup, tu n'es pas venu les mains vides, tu es venu avec 3 questions à poser à tous nos participants. Donc, vous la retrouverez dans l'onglet sondage et on vous invite à y répondre maintenant. La première, c'est: le management a-t-il encore une place dans une organisation agile? Oui ou non? La seconde: les managers doivent-ils changer leur style de management? Et enfin, la dernière: est-ce que l'agilité apporte quelque chose aux managers? Alors, on vous laisse quelques secondes pour voir votre vote en live. Donc, l'onglet de sondage, les 3 questions, oui ou non, très simplement, et vous cliquez sur soumettre mon vote. On pourra voir la tendance. On se met à jour petit à petit. 43 votants pour l'instant. 45, ça monte. Il y a une large tendance qui se dessine. Même une très large tendance. On va pouvoir commencer à répondre. Donc, à 96% sur la première réponse, première question, nous avons oui, l'agilité apporte quelque chose aux managers. Et de ton côté, qu'en penses-tu? Ouais, je confirme. Alors moi, je suis pas, pour préciser, je suis pas du tout un théoricien et je vais pas faire de grands discours sur Yaka Faucon. Je vais juste raconter ce que nous, on a vécu en tant qu'équipe de management à vouloir mettre en place de l'agilité. Et ce qui en ressort, c'est que effectivement, ça a apporté beaucoup de valeur, notamment alors, au management en lui-même, mais aussi aux équipes. Et donc, oui, l'agilité, elle a apporté aux managers. Elle a apporté de la souplesse, elle a apporté un changement d'état d'esprit. Au départ, on avait comme ambition d'être plus performant, donc on s'est dit ce serait bien d'avoir des équipes en agile, parce que du coup, on sera plus résilient à tous ces changements, etc. Donc on a découpé tout le gâteau en différentes parties fonctionnelles, quoi. Par exemple, tout ce qui est, j'en parlais tout à l'heure, trait à la delivery des avions. Bon, c'était un secteur bien particulier. On a créé une équipe dédiée, donc voilà, agilité, équipe dédiée, auto-emporée, et on s'est dit, cool, allez, les gars, vous êtes auto-emporés, allez-y, il n'y a plus qu'à faire de l'agilité. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et la question, c'était, est-ce que du coup, on a besoin du management, quoi, hein? Bon, alors au début, on a dit, non, mais en fait, ne vous inquiétez pas, nous, on est là, on gère, allez-y, vous avez le pouvoir, faites-le. Et on avait dit, bon, évidemment, en créant ces équipes agiles, on avait pris des gens de différentes équipes, en fait, sans s'intéresser aux sigles.
puisqu'on disait non, on s'en fout des cyclones, franchement, c'est pas. Et on a dit bon, on part comme ça, et puis vous inquiétez pas, vous avez toujours un manager hein, qui vous valide vos vacances, mais pour le reste, on co-manage. Et s'il faut changer quelque chose, on changera au bout de quelques mois. Et au début, ça a bien marché, les gens ont pris, et donc voilà, il faut expliquer, mais ça a bien marché. Puis au bout de quelques mois, on s'est aperçu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et le truc qui n'allait pas, c'est que même si on donne l'empowerment, même si les gens veulent aller vers de l'agilité, même si on avait des bons arguments et qu'on était convaincants, il y avait quand même le « ouais, mais là, quand même, moi, ça m'ennuie parce que mon manager à moi, celui qui va me donner mon augmentation et qui me juge sur ma performance, il ne me voit jamais quand même. » Et puis quand j'ai un problème, je vais vers lequel? Vers celui qui s'occupe de l'activité ou mon vrai manager? Bref, c'était pas simple. Et puis on avait toute une série de personnes qui n'avaient pas demandé qu'on leur demande de faire l'agilité et qui disaient mais c'est qui le chef? Parce que nous, il nous faut un chef. Et du coup, assez vite, au bout de 6 mois, on a eu la conviction qu'il fallait en fait officialiser un manager référent à une équipe, pour que du coup, toute une équipe n'ait que le même manager. Même si en théorie, dans le modèle, on n'avait pas besoin, ça allait aider. On l'a fait, et je peux vous dire, ça a aidé tout de suite, et très très vite. En interne, mais aussi en externe. Parce qu'une des erreurs qu'on avait fait, c'est qu'on pensait qu'en expliquant comment on voulait travailler à nos clients partenaires, nos business internes, ils allaient basculer comme nous dans l'agilité et comprendre le modèle. Mais en fait, non. C'était un peu naïf, j'ai tendance à dire maintenant avec le recul. Et ils n'ont jamais en fait vraiment compris pourquoi on changeait là, les trucs. Déjà, on leur disait que nous, on voulait être agile. Ils disaient, mais nous, on est déjà agile, pourquoi vous voulez être agile? Bon, il y avait des problèmes de vocabulaire forcément, et surtout, ils n'avaient pas compris pourquoi on voulait créer différemment, parler avec des mots tout bizarres comme backlog. C'est quoi votre truc là? Et alors après, ça s'est amélioré, on a parlé de PI et de genre de trucs, mais bon, c'était voilà, Scrum Master, cérémonie. Donc là, ils nous regardaient avec des grands yeux, quoi. Ils ont compris qu'il y avait effectivement des changements. Et on était sur une période de changement profond pour nous. Et donc, du coup, eux, dès qu'il y avait un problème, c'était à cause de ça. Et très vite, le réflexe, c'est de dire, mais je vais en parler au management. Et ça, c'était un bon réflexe d'avoir remis les managers. Ça a aidé en interne et en externe. Et c'est aussi lié à la culture du chef. Et cette culture étant très forte, ça a été pour moi d'ailleurs une surprise. Je peux vous raconter cette anecdote si tu veux. Quand je suis arrivé dans les flight tests, qui est dans l'engineering, moi j'arrivais d'une organisation qui n'était pas trop câblée hiérarchique en fait. Et quand je suis arrivé, on m'a dit ah, c'est toi le nouveau chef? Alors, déjà, le mot, j'aimais pas le mot. Ah bon, d'accord, si tu le dis, je veux bien. Et très vite, on a dit bon, il faut qu'on travaille sur notre futur. Donc on va faire une journée tous ensemble pour échanger. Donc, on organise une journée tous ensemble dans un lieu sympa et tout. Et j'avais la chance d'avoir une assistante et elle vient me voir et me dit Stéphane, il faut que tu décides. Ah, d'accord, vas-y, viens, je décide. Qu'est-ce que tu veux que je décide? Ah, il faut décider pour le menu. Pardon, le menu de quoi? Eh ben, la journée, on a un menu, il faut que tu lui dises, on a le choix entre 2 menus, il faut choisir. Pourquoi tu me demandes à moi de choisir le menu? Ben, c'est parce que c'est toi le chef. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Mais toi, pourquoi tu ne choisis pas? Ah non, mais moi, je ne suis pas chef. Et donc, en fait, c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait une vraie culture hiérarchique et que tout le monde était chef. Il y avait des chefs de service, de département, de domaine, des chefs de projet, tout le monde était chef. Et donc, cette culture hiérarchique, il a fallu faire avec. Et donc, pour répondre à la question que tu m'as posée au départ, sans le management, jamais ça aurait marché. Donc, non, on ne pouvait pas se passer du management. D'accord, ce management a ramené un petit peu de lien, finalement, dans toute cette absence qui peut-être inhiber cette prise de décision, ouais. Finalement. Donc, c'est vraiment cet accompagnement que tu as pu ressentir à ce niveau-là. Il nous fallait du leadership, il nous fallait de la vision, et les gens qu'on a empowerés pour être des leaders de ces nouvelles entités qu'on a appelées Factory, mais limite on va appeler ça équipe agile, c'était des gens techniques, et les mots leadership, vision, etc., c'était pas leur naturel, donc certains s'y sont mis rapidement, d'autres moins facilement, et les managers ont été là pour accompagner et apporter parfois de la décision et de l'organisation, enfin ce que j'appelle du leadership. C'est ça. Du coup, ça nous amène à la deuxième question. Est-ce que ces managers doivent changer leur style de management? Alors, chez nous, on a 98% de oui.
il faut changer son style de management. Ouais, ben moi, je dis non. Alors, il va falloir nous expliquer pourquoi. Exactement. Alors, je dis non et je dis oui en même temps, parce qu'en fait, à la question est-ce qu'un manager doit changer son style de management, moi, j'ai tendance à dire non, au sens où, normalement, on fait du management sur ses valeurs. Donc moi, qu'on fasse de l'agilité, du cycle en V, n'importe quelle autre méthode, je ne vais pas changer mon style de management ou mes valeurs de manager pour la méthode de delivery qu'on a tous les jours, quoi. Ça ne va pas me faire changer. Non. Donc là, pour ça que j'aurais tendance à répondre non, pour être un peu à contre-courant de tout le monde. Parce que tu manages avec tes valeurs profondes, quoi. Et tu dois être le manager de ce que tu es dans la vraie vie, quoi. Sinon, ça ne marche pas. En tout cas, c'est ma conviction. En revanche, si tu veux travailler dans un monde d'agilité et que tu es hyper câblé, j'allais dire mode 1.0, je décide tout, c'est moi qui maîtrise, tout passe par moi et je contrôle et je vérifie tout et il n'y a rien qui sort sans que j'ai mis mon nez dessus, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Et donc, si c'est ça ton style de management et que animer, négocier, faire participer les gens, les faire s'exprimer, leur donner de l'autonomie, ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, enfin, leur donner les moyens de décider seuls, si ça, c'est pas ton kiff, ça va être vraiment compliqué. Donc, j'ai tendance à dire, si tu aimes déjà ce style de management, il n'y a pas besoin de changer. Si tu n'es pas dans ce style de management, ça va être dur. Alors, soit tu as envie d'y aller et tu peux, soit tu n'as pas envie et il ne faut pas y aller, quoi. Est-ce que tous les managers peuvent être compatibles ou s'adapter finalement à ce modèle? C'est une bonne question. Hein. Un manager qui ne s'adapte pas, il ne reste pas manager très longtemps à mon goût. Donc, il suffit pour ceux qui ont un peu de bouteille de se projeter 10 ans en arrière, quoi, et se dire comment on gérait à l'époque, comment on gère maintenant, de regarder comment les nouvelles générations, elles te demandent des trucs que c'est absolument pas du tout la même manière de faire maintenant qu'il y a 10 ans, et je mets un petit billet sur la table que dans 10 ans, ça ne sera pas pareil. Donc à ta question, est-ce qu'il faut s'adapter? Oui, ça va être nécessaire. Est-ce que tout le monde peut faire de l'agilité? J'ai tendance à dire non, il ne faut pas rêver. Il y a des managers qui sont intrinsèquement câblés pour maîtriser ce qui se passe, et les principes de l'agilité, ils sont sympas, mais ça demande par exemple un lâcher-prise important. Si tu sais faire, tant mieux. Si tu ne sais pas faire, la marche elle peut être très haute. Donc j'ai tendance à dire, c'est bien de vouloir y aller, mais il faut savoir mesurer l'écart qu'il y a entre comment tu aimes faire et comment tu as l'habitude de faire versus ce que ça représente de gérer des équipes en agile, quoi. Et c'est pas qu'une histoire de méthodo, c'est vraiment le mindset qui va derrière. Oui, c'est ça. C'est finalement savoir un petit peu laisser décider, donner cette prise de décision aux autres. Hein, Est-ce que tu es prêt à ce que tes équipes se plantent pour faire progresser? Donc c'est assez proche de ce qu'on appelle le management 3.0. Oui, alors c'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas comment que ça s'appelait quand j'étais plus jeune. Moi, je sais que pour partager un peu du vécu, dans les années 2000, quand je commençais à faire un peu de management, j'étais en dissonance cognitive. C'est-à-dire que j'avais un truc qui n'allait pas. C'est-à-dire que tous mes pairs et tous mes managers, tous mes vieux sponsors, là, ils m'expliquaient qu'il fallait maîtriser, ne pas laisser dériver, qu'il fallait mesurer. Donc, c'était très command and control, quoi. Et qu'un bon manager, ça savait tenir ses équipes. Et moi, c'était pas mon truc, quoi. Je me disais, mais c'est con, quoi. Les gens, ils sont bridés. Enfin, je voyais l'autre côté qui était, mais si les gens leur laissent se motiver eux-mêmes, s'ils ont envie tout seuls, c'est bien plus performant. Il n'y a pas photo, quoi. J'ai rêvé ou quoi. Je suis seul à penser ça et j'avais du mal entre guillemets, à me débattre avec ce qu'on voulait m'imposer et moi, comment je le sentais avec mes fameuses valeurs. Et en fait, quand dans les années 2011, 2012, 2013, les premiers projets en agile sont arrivés et que le management a aussi eu cet impact de changement de culture, hein, très vite, moi, je me suis retrouvé à être complètement à l'aise. Et ce que les gens voyaient comme un truc nouveau à devoir s'adapter, pour moi, c'était naturel. Et du coup, ça a beaucoup aidé pour croire en l'agilité, mais c'est un peu, on peut dire ça, mais croire dans le fait qu'on pouvait travailler vachement différemment. Et ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'est que je me suis aperçu après qu'en fait, il n'y avait pas le choix.
C'est-à-dire qu'on ne pouvait même plus en fait travailler comme avant. Ça, c'est plutôt après 2015. Je me suis aperçu qu'en fait, tu ne pouvais plus travailler comme avant. Ça allait trop vite, quoi. Faire un doc de 600 pages de spec pendant des mois pour après le donner à quelqu'un qui va le digérer 3 mois de plus pour te filer un truc un an plus tard. Quand tu sais que maintenant, si au bout d'un mois, tu n'as pas réagi, les mecs ont fait un truc dans ton dos et que dans tous les cas, de toute façon, le besoin, il aura changé dans 3 semaines et que ça va bouger en permanence, tu vois bien qu'il y a un décalage là. Ah oui, c'est complètement décalé. Exact. Du coup, quel conseil tu donnerais à des managers qu'on pourrait qualifier de vieille école? C'est ça comme ça. C'est compliqué de répondre à ça parce que ça sous-entend un jugement de valeur en fait. Et pour moi, il n'y a pas de vieille école, c'est juste une éducation et une expérience différente. Et parfois, on n'a pas assez de commandes de contrôle. Moi, le premier, je peux te dire, j'en ai remis un peu, tu vois. Donc, c'est pas blanc ou noir. Et ceux qui ont cette culture-là, il faut qu'ils basculent en fait dans découvrir l'autre facette, quoi, sans renier leurs valeurs. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure et j'en suis convaincu, on ne peut pas manager en dehors de ses propres valeurs. Donc, si eux ont besoin intrinsèquement de maîtriser et de contrôler, il faut qu'ils trouvent un moyen de concilier les deux, quoi. Mais pour moi, c'est de s'y intéresser, d'échanger. J'ai beaucoup appris, moi, en échangeant avec d'autres personnes qui avaient les mêmes expériences, quoi. Et c'est un des principes de l'agilité, mais c'est d'essayer, en fait. C'est ça. Ouais. Essayer d'échouer rapidement, mais c'est finalement un apprentissage constant. Ouais. Même si... Nous, on n'échoue jamais. C'est ça. On apprend. On apprend tout le temps. Enfin, on gagne ou on apprend. Et je peux te dire qu'au début, on a beaucoup appris. Mais c'est l'idée, en fait. C'est t'essayes, et puis si ça ne va pas, le problème, c'est que parfois, au niveau opérationnel, tu n'as pas trop droit à l'erreur. Donc, c'est là où c'est parfois délicat pour certains d'oser un peu lâcher prise. Mais il y a plein de sujets où on peut tester, et bon, il faut se lancer, quoi. Je ne connais pas d'équipe qui ont fait le chemin inverse. Je connais que des gens qui n'ont pas encore osé, mais je ne connais pas d'équipe qui, à la question « Vous voudriez qu'on revienne en arrière ?» disent « Oui ». Tout n'est pas parfait, mais personne ne veut revenir en arrière. Donc je me dis qu'il y a quand même une tendance qu'il faut suivre. Oui, c'est ça. Et du coup, ça fait une bonne transition. C'est qu'est-ce que cette agilité pourrait apporter à ces managers? Alors, c'est une question, c'est ça? Est-ce que ça a une place? A-t-il encore une place dans l'organisation agile? Et à 90%, on est à oui. Oui, je confirme. Moi aussi, je suis oui. Oui, les managers ont une place dans l'agilité. Je suis preneur de voir ceux qui répondent non, comment ils font, comment ils feraient sans manager, au sens j'apporte du leadership, de la vision et de l'éclairage. Une équipe totalement auto-empourée, j'en connais quelques-unes. Ça peut être très performant, mais c'est extrêmement fragile et difficile à obtenir. Et donc, comme c'est très fragile, très difficile à obtenir, c'est très rare. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique. Je veux que le système il marche sans fragilité. Et donc, pour moi, c'est indispensable. Et dans le choix de mes managers, évidemment, je vais m'atteler à m'assurer qu'ils ont le mindset qui correspond à la manière de faire que je t'évoquais avant. Ils ont une place prépondérante dans les people. Parce que là, on parle d'agilité, tout ça, mais au final, d'ailleurs, c'est un des fondamentaux, c'est les gens qui font le succès. Et qui d'autre est mieux placé qu'un manager pour s'occuper des people et faire en sorte que du coup, ça se passe bien entre les gens, que les conflits soient adressés, qu'il y ait de la connexion, qu'il y ait de la collaboration. En tout cas, pour moi, c'est le rôle d'un manager, quoi. Donc, avoir quelqu'un, c'est une chance d'avoir quelqu'un à côté des équipes, quoi, parce que pour moi, les managers ne sont pas dans les équipes de l'agile, ils sont à côté. Et ils aident. En coach, en manager, quoi, mais ils ne sont pas dans les équipes. Les delivery, ce n'est pas les managers. Ils aident, ils font plein de trucs, mais ils restent dans leur position, ils sont en théorie à côté, même s'ils mettent les mains dedans de temps en temps. Voilà, le rôle est vert. Le people, pour moi, c'est fondamental. Et aussi expliquer ce qui se passe à l'extérieur. Faire ouvrir, donner du sens. S'il n'y a pas les managers pour le faire, quelqu'un va devoir le faire. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'avoir des managers qui le font. Et comment ce manager, du coup, accompagne ses équipes face au changement, face à la transparence ou à la priorisation, qui est généralement le nerf de la guerre quand on est sur le mode agile? C'est ça le plus dur, en fait, parce que ce qui est compliqué, c'est que le monde extérieur, ils n'ont pas attendu que tu te mettes en agile pour te demander des trucs et te mettre la pression. Et donc, il fait filtre beaucoup. Il fait filtre et il
l'idée, c'est de se servir d'exemple pour faire changer les choses. Ce qui est très positif, moi, ce que j'ai vu qui est très positif, c'est que tout ça, c'est des changements importants, majeurs, quoi. Mais du coup, une fois que tu as réussi à adopter ce mindset-là, même si tout le monde n'adhère pas et qu'il y a des gens qui sont partis, d'ailleurs, il y a des gens qui ont quitté, qui ne se sont pas retrouvés là-dedans ou qui avaient envie de faire autre chose, donc ça a provoqué quelques départs, quoi. La règle d'or étant que personne n'est obligé de rester, personne n'est obligé de venir. Et en fait, au final, ce qui est intéressant, c'est que l'équipe a pris l'habitude de changer, de s'adapter. Et donc, au début, faire ça, changer les équipes, tout, c'était une révolution. Je veux dire qu'en plus, il y a certains qui ont dû changer de bureau. C'est quand même la catastrophe totale. Bon, maintenant, quand on se réorganise ou qu'on fait des petits changements, on le partage tous ensemble, ça dure 5 minutes et des questions, oui, 2, hop, c'est réglé, on n'en parle plus. C'est devenu une habitude. Et donc, là, on a d'autres changements à venir dans les mois qui viennent. J'ai zéro stress. Hein. Ça va être comme d'habitude. Ils seront peut-être un peu plus gros, mais ça va être comme d'habitude. Et c'est ça, la vraie valeur qui a été apportée, c'est que du coup, les managers, ils sont habitués à changer, les équipes sont habituées à changer, et du coup, l'organisation est beaucoup plus habituée à changer. C'est ça la vraie valeur que moi je retiens d'avoir basculé en agilité au-delà de la delivery et de ce que ça te permet de faire au sens méthodo. C'est cette culture il y a du changement perpétuel, pas trop non plus tout le temps, on essaie de ne pas en faire tout le temps, mais quand il arrive, il n'est pas forcément vécu d'abord comme un problème. D'accord. Donc du coup, ça t'a aidé à mieux accepter ce changement. Et au niveau de ce partage, parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec toutes les priorisations qui peuvent avoir lieu sur un projet, est-ce que ça t'a aidé à mieux aligner tous les avis, à prendre peut-être des meilleures décisions? Ça m'a surtout aidé à changer la relation entre ce que j'appelle les clients, les business, et l'équipe. Comme j'ai la chance d'avoir des gens qui ne savent pas dire non, et qu'en gros, on a à peu près 140% de demandes versus notre bande passante, avant, j'avais 100% des gens pas contents, ni dans les équipes, ni dans les clients. Puisque comme tout le monde disait oui, mais on ne pouvait jamais livrer à tout le monde, tout le monde était frustré. Alors maintenant, ce n'est pas génialissime, mais en tout cas, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire que lorsqu'on dit on va faire, puisqu'on s'est engagé à le faire et qu'on s'est committé à le faire et qu'on a revu qu'on allait le faire et que du coup on l'a planifié correctement, le client, le business, il sait que si c'est oui, si c'est non, c'est non, si c'est stretch, si c'est hard, peut-être, c'est peut-être. Et donc la grosse différence, c'est qu'il y a la confiance qui est arrivée entre nos clients et nous. Et du coup, ça change la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai plus d'escalade d'aucun business qui vienne me voir parce que je suis le chef. Tu vois, voilà. Non, ça non. Alors, il y a toujours des gens qui ont des problèmes de priorisation. Et avant, on leur disait, je ne sais pas trop comment, oui, je vais faire, mais on ne faisait pas. Après, on a dit, non, je ne peux pas faire. Et là, on avait des rejets. Maintenant, on dit, est atteinte. Et je peux vous dire, ça fait une énorme différence. C'est-à-dire que tu me demandes un truc, j'ai pas la bande passante, aide-moi à prioriser. Et là, du coup, les autres copains priorisent avec toi et tu t'aperçois. Du coup, on a gardé tout ce qui était positif. Et à chaque fois qu'on fait une nouvelle itération, à chaque fois, on a un petit cran au-dessus pour améliorer. Et on est parti du premier product incrément où les business, ils devaient des grands yeux, ils disaient, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Et ils nous demandaient on n'avait rien, quoi. À maintenant, des gens du métier qui viennent, qui ont compris que c'était ce jour-là qu'il fallait venir expliquer de quoi ils avaient besoin, et qui viennent expliquer et donner du sens à toutes les équipes, sous-traitants y compris. Où du coup, maintenant, on a quelques centaines de personnes connectées et qui, du coup, en feedback, disent c'était génial, on a compris pourquoi on allait bosser dans les 3 prochains mois, et maintenant, on fait, quoi. Voilà. Ça, pour le coup, c'est probablement un des meilleurs exemples de ce que ça peut être. Très bien. Du coup, si on veut un peu résumer l'ensemble de tes réponses, un manager doit quand même, au tout début, prendre beaucoup de recul. Donc un petit résumé sur justement cette prise de recul nécessaire à un manager pour arriver à faire accepter, il a déjà accepté lui-même ce changement qui va être assez dimensionnant peut-être parce que ça remet en question ses propres valeurs personnelles, d'adaptation, de confiance qu'on porte aussi aux autres. Et du coup, pour s'en sortir, il n'y a pas 36 recettes. La tienne, c'était apporter une certaine confiance, un sens de responsabilité à tous, donner cet empowerment présent et bienveillant. C'est-à-dire qu'on est là, on est à votre service, on vous accompagne, on a un problème, on priorise ensemble. Et donc, on est vraiment sur des valeurs
qui reflète le manifeste agile. Donc c'est vraiment compatible avec ces notions d'interaction entre les personnes, de collaboration. On est vraiment dans cet esprit, on donne toujours des acronymes One Team, on sent bien que le manager fait partie de l'équipe, il est autour, mais il est quand même là, c'est pas quelqu'un d'à part. Du coup, petite question flash, fast and curious. Il faut répondre le plus vite possible. Pain au chocolat ou chocolatine? Ça n'existe pas les pains au chocolat. Leader ou manager? Leader. Train ou avion? Avion. Scrum ou Kanban? Ni l'un ni l'autre. Cycle en V ou agilité? Agilité. Ah. Ok, bah parfait, merci. Du coup, on va passer aux questions. Alors, les questions sur le chat, il y en a énormément. On va essayer d'en faire un maximum. Alors, une équipe agile est mixte, ex-MOA, ex-MOE, avec des managers différents. Comment faire en cas de conflit? Dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas mettre en place un seul manager par équipe? Ah bah oui, ça faut pas. Oui, non, mais pour faire simple, il y a un truc que je peux rajouter à ta description tout à l'heure, c'est qu'il faut du bon sens aussi. C'est peut-être la meilleure manière de s'en sortir. Donc, bon sens paysan, simplicité. Donc, si c'est pas simple et compliqué, ça peut pas marcher. Et l'agilité, ça c'est radical pour ça. Donc là, quand ça commence à être compliqué avec des équipes transverses, avec plusieurs managers, ça part mal. Pour moi, ce qui est clé, c'est que l'équipe, il y en a une. Après, il faut qu'il y ait un manager par équipe, et pas deux, sinon ça commence à être trop compliqué. Pour donner un ordre d'idée, moi, mes managers, ils ont entre 12 et 16 personnes dans leurs équipes. Donc, ça fait en général, ça fait 2, voire 3 équipes agiles, sachant que derrière, il y a tous les sous-traitants qui se rajoutent. Donc, une équipe agile, c'est entre 4 et 5 internes jusqu'à 10. Et puis, avec les sous-traitants rajoutés, ça fait jusqu'à 20, 30 parfois. En termes de... Alors, c'est plusieurs petites équipes au sens Scrum, mais c'est vrai, en termes de contexte, c'est ça. Donc, c'est plutôt comme ça que je gérerais. Oui. Simple. Ah là, la simplicité, c'est toujours un bon conseil. Une question, puisqu'on parlait justement de personnes qui ont basculé dans l'agilité. Donc, est-ce que tu as quelques critères les plus courants qui ont mené des personnes à quitter des équipes ayant basculé en agilité? Ça ne se passe pas forcément très bien. Ouais, c'est le fait d'être face au flux entrant des demandes et de devoir soi-même se dire je vais prendre ces user stories. En fait, c'est le fait de devoir se prendre en main en fait et de devenir autonome. Ce que ça pousse à faire, ça pousse les gens à être autonomes et à se prendre en main et à échanger et tout ça. Et il y en a certains qui n'ont pas envie de ça parce que c'est un changement qui est fort en fait. Et il y en a certains qui te disent non, mais moi, tu me dis ce qu'il faut que je fasse et puis je fais quoi. Moi, je n'ai pas envie de m'emmerder. Hein, c'est toi le chef qui décide quoi. Donc ça, évidemment, c'est compliqué. Dans un mode agile, ça ne marche pas quoi. Donc si c'est ça que tu veux, va dans un endroit où ton chef te dira ce qu'il faut faire tous les jours et puis voilà. Mais nous, c'est pas ça que tu vas trouver quoi. On a besoin que tu t'émancipes et que toi-même, tu nous dises ce que tu en penses quoi. T'es grand, voilà. Donc là, je parle d'une équipe où j'ai quelques non-cadres et la plupart des gens étaient cadres. Donc, si tu es dans ce niveau de seniorité et que tu n'es pas capable de te débrouiller tout seul, c'est que tu n'as pas envie. Donc, effectivement, là, oui, ça peut faire partir quelques personnes. Ouais. J'en ai eu quelques-unes. Comme quoi. Ensuite, en agilité, on invite de parler de coûts de réalisation et le manager doit avoir le contrôle de cela. Comment ce contrôle s'effectue-t-il sans perturber l'agilité? Non, mais c'est simple. Le coût, on l'a. Hein. Les gens, ils bookent tous les mois, toutes les semaines, tous les mois sur des lignes budgétaires. Et puis, on passe des commandes à nos fournisseurs sur les lignes budgétaires. Donc, effectivement, au global, l'équipe, elle est stable, tout ça, mais on sait sur quel sujet on pointe. Donc, on maîtrise les coûts comme ça. C'est deux choses différentes. Après, le principe, c'est qu'on garde la stabilité en termes de volume d'activité de l'équipe. Ça devrait être relativement stable. Ça monte, ça peut descendre, mais relativement stable. Après, dans les sujets qu'on traite, ils ont, pour certains, chacun leur ligne de budget. Donc ça, on sait le suivre et le manager. Et ça, pour le coup, on le gère vraiment au niveau uniquement du management et avec la personne qui est en charge de l'équipe. Mais tous les autres ne le voient pas. Eux, ils doivent juste, je prends les user stories, je me débrouille.
Ensuite, comment définissez-vous les objectifs de performance des équipes au-delà du respect planning livrable? Il n'y a pas d'objectif planning et livrable en fait. Ils se les mettent eux-mêmes les objectifs. Alors, il y a des objectifs qui viennent du haut, top-down, qu'on se met au niveau de la boîte. Ça, c'est facile. Ensuite, il y a des objectifs qu'on s'est mis au niveau d'une échelle beaucoup plus grande que la mienne, c'est-à-dire au niveau, par exemple, de tout un domaine. Donc, moi, mon domaine, on est 160 à peu près, et je fais partie d'une des 3 équipes de ce domaine. Donc, on a des objectifs donc, qui se déclinent comme ça. Et ces objectifs-là, en fait, il faut les traduire pour les gens. Donc, au niveau management, on les traduit, nous, en priorité projet, en priorité d'amélioration, sur tous les axes qu'on peut avoir, de people, de tout. Et après, ce qu'on demande aux équipes de faire, c'est de dire, voilà, ça, c'est les objectifs qu'on a au niveau du département, donc à mon niveau. C'est ceux que moi, je veux prendre avec mon chef. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'équipe agile? Comment vous les traduisez à vous? C'est quoi l'objectif que vous vous donnez? Et ça, c'est 80% de leurs objectifs. Et il reste 20% où là, c'est individuel. Toi, en tant qu'individu, quel objectif personnel en termes de développement tu te donnes pour l'année? Donc, en gros, c'est 80-20. Ensuite, question qui sûrement va revenir souvent, c'est comment on fait pour expliquer et vendre, entre guillemets, cette nouvelle façon de travailler à sa hiérarchie? C'est une bonne question. On ne leur demande pas leur avis, en fait. Je n'ai pas demandé l'avis à ma hiérarchie. Pour moi, c'est mon job de savoir gérer comment je délivre. C'est mon job de m'organiser le mieux possible. C'est mon job de trouver la meilleure manière d'être performant. Voilà. Donc, si la hiérarchie veut s'en mêler, c'est qu'elle est en mode command and control. Et moi, perso, c'est pas le genre de manager que je voudrais. Donc, j'aurais tendance à me barrer. Mais si tu as cette contrainte, ce qui peut arriver, je dois qu'on se voit, faut montrer la valeur, en fait. Et le meilleur conseil que je peux donner, c'est de montrer un exemple qui marche ailleurs, pas trop loin, éloigné de ton propre business, parce que sinon on va dire oui, mais nous on est différents. Mais si tu as une expérience qui a bien marché proche de toi, fais venir les gens et fais témoigner les gens, mais les gens du terrain, sur comment ils l'ont vécu, tout ce qui a merdé et pourquoi ils ne voudraient pas revenir en arrière. Et du coup, ça peut aider, quoi. Oui. Je le ferai de manière très pragmatique. Mais moi, je n'ai pas demandé d'autorisation. Du coup, une autre question, justement, avec ce positionnement de manager, avec ces changements, comment ces managers ont-ils été repositionnés, s'ils l'ont été, par rapport à l'organisation précédente qu'il y avait? Je donne un exemple. Avant, ils avaient chacun leur bureau, parce que c'est un privilège d'avoir son bureau quand tu es manager. Donc, on avait 3 bureaux, 3 managers, 3 bureaux. Quand on a décidé de faire ce modèle-là, ils se sont dit, mais attends, notamment au début, puisque du coup, on avait mixé les équipes, on a besoin de co-manager. Et en plus, c'est vrai, puisque du coup, on a besoin de partager. Du coup, on s'était dit, nous les 4, parce que je me mettais avec eux, on va se mettre tous dans le même bureau. Alors, très vite, ils ont dit, non, mais toi, tu dégages. Parce que toi, il faut que tu sois avec tes pairs, parce que ça a du sens que moi, je sois avec mes collègues de mes pairs. Mais nous, par contre, les 3 managers, nous, on va se mettre ensemble. Parce que du coup, en étant dans le même bureau, on va pouvoir vachement mieux s'échanger les infos, pouvoir se filer tout ça de manière beaucoup plus naturelle. Et on va quand même se garer un deuxième bureau juste à côté où on peut s'isoler si quelqu'un vient nous voir. Comme ça, on a cette proximité avec les gens sans être obligé d'embêter les autres. Du coup, on a gagné dans l'histoire un bureau. Et si tu leur poses la question aujourd'hui, est-ce que vous voulez vous séparer? T'es fou, quoi. Je me sépare. C'est très bien. Et donc, c'est comme ça que ça s'est vraiment traduit. C'est le meilleur exemple que je peux te donner sur comment ça s'est adapté, quoi. Et ça s'est fait assez naturellement. On avait tous eu l'idée de se dire, mais on peut être dans le même bureau, quoi. Ouais, donc, c'est vraiment un changement d'état d'esprit qu'il faut accompagner. Moi, je trouve ça top. Moi, j'ai trouvé ça génial, en fait. Parfait. Ensuite, on en a un manager agile. Doit être à 100% dans les équipes agiles, pour l'interrogation. Sinon, à quelle table d'équipe il pourrait être justement à plein temps à 100%? Un manager, il n'est pas obligé d'être à 100% dans les équipes déjà. Oui, s'il est agile au sens il aime ça, oui, il peut être à 100% dans les équipes. Mais moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est mon but, c'est que ils n'aient pas besoin de moi. Moi, mon objectif, c'est que les gens me disent, mais en fait, on n'a pas besoin de toi.
c'est le but de tous les managers, en fait, c'est que leurs équipes soient autonomes. Donc, l'objectif à rechercher pour tout, enfin, en tout cas pour mes managers et moi, c'est ça, c'est en gros, ils n'ont pas besoin de nous. Sauf que, bon, en fait, dans les faits, ils ont toujours besoin de nous parce qu'il y a toujours des trucs à améliorer et à aider. Mais dans l'idée, on bosse comme ça. C'est-à-dire qu'on essaie de. C'est le principe de je t'apprends à pêcher plutôt que de donner des poissons, quoi. Et c'est un peu l'idée qu'on a derrière à chaque fois. Donc, on n'est pas à 100% par rapport à la question, on n'est pas à 100% dans les équipes. D'ailleurs, on n'est pas dans les équipes, on est toujours à côté des équipes ou en support des équipes. Et par exemple, quand il faut montrer à des business ce qui a été fait, c'est pas les managers qui présentent, hein. C'est bien les équipes. Et du coup, ça fait un bon enchaînement parce que la question qui suit, très pragmatique, comment est-ce qu'on gère les évaluations RH? Dans ce cas-là, est-ce que tu t'appuies sur des personnes relais dans ce cas-là, puisque tu n'es pas dans les équipes? Alors, les managers, ils ne sont pas dans les équipes au sens où ils ne vont pas prendre des user stories et participer ou développer genre de trucs. Après, les managers, ils sont en proximité. C'est-à-dire que du coup, ils sont là et tous les jours, ils sont là pour aider, si tu veux. Et ils ont tout le transverse qui passe. Donc, quand je dis ils ne sont pas dedans, c'est pour bien montrer qu'ils ne font pas partie de la delivery au sens l'équipe doit se débrouiller sans les managers. Mais concrètement, ils habitent à côté, pas très loin. Ils se baladent le plus possible pour aller voir les gens, ou en tout cas, ils font des jolis Zoom ou meetings depuis quelques temps, mais en tout cas, ils sont proches de leurs équipes. C'est pour ça qu'on les a remis associés à chacune des équipes. Et du coup, ils ont vraiment cette proximité. Donc, pour l'évaluation RH, bah, c'est comme avant. Tu connais tes gars, tu sais si ça va ou si ça ne va pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de changement majeur, quoi. Le seul truc qui a changé, c'est qu'avant, c'était très individuel. Et là, il y a beaucoup plus de collectifs. Et c'est une tendance forte que je vois de plus en plus. Il y a beaucoup plus de collectifs. On a quand même gardé un peu de manière très honnête, hein, il y a un peu d'évaluation individuelle. Si collectivement c'est bien, tu as toujours dans une équipe des top performers, des middle performers, et puis des personnes qui ont plus ont une capacité moindre, peu importe. Ce qui compte, c'est que le manager il soit proche pour pouvoir avoir une relation forte. Et tu vois, c'est une question, on n'a pas de problème. On n'a aucun problème, ni côté management, ni côté équipe, sur la manière d'évaluer les gens. Très bien. Alors, on arrive un petit peu même dans le concret. Je vois qu'il y a des questions, puis j'en ai mis un petit peu de côté pour après apporter les côtés pratiques. Oui. On est proche, mais pas forcément dans les cérémonies agiles. Alors, comment faire pour garder cette proximité? Alors, ils ne sont pas aux cérémonies, c'est clair. Mais la cérémonie, c'est quoi? Enfin, je caricature, mais tous les matins, tous les 5 minutes, on échange le truc. Bah, très bien, vous pouvez le faire. Bon, par contre, à 10h, quand tu prends la pause café, si le manager il est là, ben, c'est pareil. Tu vois, il est là, il discute avec eux. Bon. Qui c'est qui fait la réunion? Il y a quand même, par exemple, on a gardé les réunions de service, si tu veux. Ça n'a pas changé, ça. Ils font partie d'une équipe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils appartiennent probablement plus à leur groupe agile qu'à leur service. Parce que du coup, c'est vraiment fort. Ils vivent tous les jours avec. Mais dans leur service, en fait, comme on a associé ça aux différentes équipes agiles, ils sont ensemble avec deux équipes différentes, mais ils ont le même manager. Donc, du coup, c'est là où ils échangent. Donc au final, il y a vraiment la proximité. Hein. Je n'ai pas de problème avec la proximité des managers. Bon, c'est clair. Hein. Du coup, tout le monde a l'air très intéressé par ce genre de réponse. Hein. Tiens, une qui remonte, hein, je vois qu'il y a eu même 2 votes pour qu'elle remonte très très haut. Le management à l'heure agile et le télétravail font-ils bon ménage? Je n'ai pas la réponse précise à ça. Ce que je peux juste dire, c'est comment on gère. Comme les activités sont des activités IT, soft. Bon, pas besoin d'être sur place. Donc, on peut tout faire en remote. Donc, quand il a fallu être tous en télétravail, comme on est agile, ça c'est important, comme on était habitué, en claquant des doigts, nous, dès le premier jour du confinement, il n'y a pas de problème. Hein. Dès le deuxième jour, tout le monde avait accès en remote. Il y avait une personne qui est par laptop, on lui en a trouvé un de suite et c'était réglé. Du coup, l'adaptation à une crise petite Covid, on a eu commencé à tomber dessus, nous, ça a été hyper rapide. On s'est synchronisé, on s'est trouvé des nouveaux moyens. Je me souviens, on devait faire un PI 15 jours, enfin fin mars de l'année dernière. Donc, tu vois le truc. Bon.
Et au début, on dit, ah, mais comment on va faire sans se voir? Parce qu'avant, on faisait tous les trucs en papier. Bah, les gars, on va faire différemment, on va le faire en remote. C'est impossible de le faire en remote. Maintenant, plus personne ne veut le faire en présentiel. Et donc, du coup, voilà, alors c'est sûr, ça n'a pas été ça, mais on s'est très vite adapté. Et là, la culture que j'évoquais tout à l'heure, elle a joué à plein. C'est-à-dire que dans un mode crisis, si tu n'as pas l'habitude du changement, wow, c'est chaud. Nous, on n'a pas eu ce problème-là. Donc, du coup, télétravail, hyper naturel. Certains l'ont découvert, d'autres l'en faisaient déjà. Et maintenant, la règle, elle est assez simple. C'est, tu veux faire du télétravail, pas de problème, tu peux. Donc, la règle, c'est jusqu'à 2 jours. Là, voilà, chez Airbus, la règle, c'est jusqu'à 2 jours. Si tu as signé ton avenant, tu peux faire 2 jours de télétravail. Nous, ce qu'on dit, c'est bah, pas de problème, tu peux faire autant de télétravail que tu veux. De toute façon, avant, les gens le faisaient sans le dire. Donc, voilà. Le seul truc qu'on est en train de s'assurer que ça marche bien, c'est que comme on a eu, comme tous, la distance, on a perdu plein d'aspects positifs de se voir. Et donc, l'agilité, le problème, c'est que normalement, tu travailles en équipe et tu échanges. Mais si tu arrives à faire tes cérémonies, si tu arrives à échanger de manière efficace, bah, que tu sois dans le même, parce que souvent, les gens n'étaient même pas dans le même bureau. Bon, bah, qu'ils soient dans 2 bureaux différents, à 2 étages différents, ou chacun à la maison, fondamentalement, ça n'a pas changé. Le seul truc qui nous manque maintenant et qu'on est en train de remettre, c'est les événements où on se retrouve tous pour partager et pour échanger et pour créer. Parce que là, par contre, créer en distance, c'est quand même bien galère. Donc là, ce que j'ai vu apparaître, c'est 3-4 personnes sur le tableau blanc avec le feutre en train de brainstormer sur comment il faut faire. Ça, avant, on le faisait avec des outils, mais franchement, c'est chiant, tu n'avances pas. Mais pour moi, il n'y a pas d'incompatibilité à partir du moment où c'est raisonné. Donc le 100% télétravail, niet, impossible. Le 100% présentiel, ça peut, mais franchement, on est plus parti sur un truc où chacun fera comme il peut ou veut. Et venir au bureau pour faire des meetings avec ton casque et avec des gens qui sont restés chez eux, ça n'a pas trop de sens, quoi. Donc là, ce qui se dessine, c'est probablement de lundi à jeudi, on fait comme on peut, comme on veut. Par contre, le vendredi, tout le monde au bureau, tout le monde au même endroit pour que tout le monde puisse se voir. Et on fait ce jour-là toutes les réunions d'équipe. Tu vois, pour qu'on ait. Être sûr que ce jour-là, si tu te balades dans les couloirs, tu croises tous tes collègues. C'est pas encore acté, mais on n'est pas loin de le faire. C'est vraiment une adaptation, c'est toujours cette adaptation et on prend le meilleur de ce qu'on avait avant, on voit ce qu'on a maintenant et puis on réajuste. Et tu sais quoi, si ça marche pas, oui, on va changer vite. Mais voilà, on se pose plus trop de questions à réfléchir longtemps. Ça, c'est un vrai changement aussi, c'est que avant il y avait beaucoup de réflexions sur comment faire pour pas se tromper. Maintenant, on a beaucoup de réflexions sur comment faire pour améliorer. Parce qu'on a essayé, il y a des trucs qui n'ont pas marché, et